Bien. Merci, merci à vous d'être là pour le deuxième séminaire donc, de la chaire Paris. Je vais ce matin me livrer un exercice qui est un exercice un peu d'équilibriste, qui consiste à vous présenter une histoire qu'au tout départ je ne pensais pas avoir à écrire, pour être tout à fait honnête, et une histoire dont certains d'entre vous, je crois, être au moins partiellement les acteurs, de près ou de loin. Donc inutile de dire que je suis dans une situation qui n'est pas complètement évidente, et ce d'autant plus que une partie des documents que j'ai utilisés pour écrire cette histoire sont les documents dont je vois tous les trous. Donc j'ai essayé plus ou moins de colmater, ou, etc., de réduire le plus possible, mais enfin malgré tout ils sont toujours là, donc il faut davantage écouter cette présentation et lire le working paper qui en est le support principal comme, disons, une première proposition qui vise ensuite à être étoffée, complétée, même si, évidemment, je pense que sur la trame générale de ce que je souhaite vous raconter, je suis quand même à peu près sûr sur mes bases. Il y a simplement pas mal d'endroits, je crois, il faudrait pouvoir étayer un petit peu tout ça. Donc la démarche générale est une démarche de cette partie-là du travail de la chaire, qui consiste à essayer de reconstituer la genèse et la mise en place de Solvency II, qui est une genèse qui est assez longue, puisque le lancement de Solvency II c'est 1999. 15 ans plus tard, on y est à peu près, mais c'est une genèse qui est assez longue, ce qui n'est pas complètement anormal dans l'histoire des normes financières. Très souvent, les genèses sont en fait durent comme ça plusieurs décennies. C'est des choses qui se mettent en place assez lentement. Simplement, quand je disais que je ne pensais pas avoir à écrire cette histoire, c'est que je pensais trouver déjà cette histoire écrite quelque part et disposer d'ores et déjà de travaux un petit peu systématiques sur la mise en place au moins de toutes les directives depuis le début des années 70, et en fait donc sur l'approche du système prudentiel depuis 1945. Et en fait j'ai trouvé assez peu de choses, disons, travailler avec les outils qui sont ceux des sciences sociales. Et donc j'ai été obligé de remonter encore un petit peu plus loin, et c'est ce que je vais essayer de faire ici aujourd'hui. Et pour démarrer, je vous ai mis vraiment la phrase d'ouverture des méditations métaphysiques de Descartes, qui, me semble-t-il, donne une assez bonne idée de ce qui se joue en fait avec le lancement de Solvency II. Descartes, en gros, là c'est des petits souvenirs de terminale en philo, voilà, ce n'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne saurait être que fort douteux et incertain. Et dès lors, j'ai bien jugé qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues auparavant en ma créance, et commencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Donc là, Descartes, ici, introduit le principe du doute radical. Je vais douter de tout, et je vais essayer de trouver un socle sur lequel je peux reconstruire une totalité de connaissances robustes, définitives et précises. Alors les commentateurs de Descartes aujourd'hui estiment que dans cette première phrase des méditations, ou dans le discours de la méthode, etc., Descartes fait du cinéma. C'est-à-dire que Descartes met en scène un doute radical, mais Descartes sait très bien, au moment où il écrit, où il met en scène ce doute radical, qu'il va trouver ce socle, que ce socle existe, et qu'il va pouvoir reconstruire la totalité de la connaissance à partir du cogito, etc. etc. Et par ailleurs, on considère évidemment que le travail de Descartes, c'est une expérience de pensée, c'est une mise en scène, mais c'est pas quelque chose de très concret. C'est-à-dire quand Descartes sortait de chez lui, il ne se demandait pas s'il y avait un trottoir ou s'il n'y avait pas de trottoir. Je veux dire, concrètement, il marchait sur le trottoir. Il y avait une espèce de savoir pratique qui avait quelque chose de rassurant. Eh bien, en gros, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à certains égards, ce que Descartes a rêvé, la Commission européenne l'a fait. C'est qu'à certains égards, ce qui se joue entre 97 et 99, à la Commission européenne, c'est une entreprise de révocation en doute générale, assez spectaculaire quand on regarde tout ce qui s'était opéré auparavant, avec deux notes en fait. On peut dire que ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui est une discussion et une espèce de mise en contexte de deux notes de la Commission européenne, de l'entité assurance de la Commission européenne, une note de 97, dans laquelle en gros la Commission européenne dit « On a regardé le système prudentiel qu'on a construit au cours des 3 dernières décennies, c'est bien, on continue ». Et puis en 99, une autre note, 2 ans plus tard, qui dit en substance « On a regardé le système prudentiel qu'on a construit depuis le début des années 70 et dont on disait il y a 2 ans que c'était bien. Et en fait, non, c'est pas bien du tout, et il faut tout recommencer à zéro. » Et donc il y a une espèce de volte-face
qui est assez spectaculaire, qui est assez rare par ailleurs dans l'histoire de la régulation financière. C'est pas banal de faire ça. La plupart du temps, la régulation financière se construit de manière extrêmement progressive, très lente, très incrémentale. Voilà, on brique après brique, on y va et on modifie les choses comme ça un petit peu à la marge. Et ce moment-là, pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire de la finance, c'est un moment qui est assez étrange parce que c'est vraiment un moment de refondation complète qui décide de faire du passé table rase en quelque sorte, ou du moins qui en fait la proposition et qui propose de réexplorer la totalité de l'espace des possibles. Et c'est ça, en gros, ce que je vais essayer de comprendre, c'est ce moment de retournement. Comment expliquer ça? Comment expliquer ce geste un peu à la Descartes qui consiste à dire, ok, on oublie tout, et puis on va tout reprendre à zéro et tout reconsidérer. Alors, je vais procéder en 3 temps, plus un post-scriptum si j'en ai le temps. Je vais d'abord essayer de rappeler rapidement comment le cadre prudentiel s'est lentement construit entre la fin des années 40 et puis le début des années 90. Je vais ensuite décrire ce qui se joue pendant les années 90 et cette espèce de valse-hésitation, je vais revenir dessus, je vais essayer de l'objectiver un petit peu plus précisément et de comprendre quels sont les enjeux justement de cette volte-face, autour de quoi on tourne en quelque sorte. Et puis dans un 3e temps, j'essaierai de décrire un long mouvement à peu près équivalent, parallèle au précédent, qui est un mouvement où vont se mettre en place de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles règles du jeu qui vont progressivement pénétrer le monde de l'assurance. Et ce que je vais essayer de vous montrer essentiellement ici, c'est que cette volte-face subite de la commission entre 97 et 99 s'explique en grande partie par le fait que des cadres de pensée qui s'étaient progressivement imposés auprès de beaucoup d'acteurs du monde de l'assurance, mais que la commission jusque-là laissait endiguer en quelque sorte, et laisser le plus possible sur ses marges, ces cadres de pensée vont être en quelque sorte impossibles à maintenir sur les marges et vont se retrouver au cœur du dispositif. En même temps, en 99, la messe n'est pas dite. En 99, on n'a pas une solution clé en main. Quand on regarde les documents précisément, on n'est pas du tout dans une situation où tout est fait, tout est plié, etc., etc. Il faudra encore au moins 5 ans pour réussir à dégager vraiment des options un peu dures qui vont véritablement structurer Solvency 2. Et donc c'est ce dernier point que j'essaierai de développer dans un post-scriptum si j'en ai le temps. Alors, la lente construction d'un cadre prudentiel, je vais être extrêmement cursif là-dessus. En gros, la réflexion sur les règles de prudence que doivent adopter les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'assurance, c'est une question qui est très ancienne, mais qui commence à être, disons, pensée collectivement dans des arènes qui sont des arènes qui visent à essayer de fabriquer des règles du jeu que tout le monde partage. Ça commence à être pensé collectivement dans l'immédiat après-guerre, dans cette espèce de moment de refondation un peu générale, où il y a un certain nombre d'acteurs qui sont essentiellement à ce qu'on appelle à l'époque l'OECE et qui viendra quelques années plus tard, les années 60 je crois, l'OCDE, des acteurs qui vont essayer d'avoir une approche un peu systématique de la mise en place de ce que pourrait être un cadre prudentiel. Il s'appuie sur un petit nombre d'individus qui sont surtout des Hollandais, un peu des Italiens, il y a quelques Français qui traînent, on met des pays autour de la table, des actuaires, et des profs d'actuariat, des gens qui sont un peu à la frontière, comme le premier d'entre eux, Cornelius Campagne, qui sont à la frontière disons, du monde académique. Cornelius Campagne est professeur d'actuariat à l'Université d'Amsterdam, et puis travail de régulation ou de structuration corporatiste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont souvent des patrons de superviseurs nationaux, c'est le cas de Campagne, ou bien Bruno De Mori, qui est un peu son équivalent italien, qui lui est pareil, universitaire, et qui par ailleurs est l'une des chevilles ouvrières du groupe professionnel des actuaires, notamment dans les années 30, qui joue un rôle très fort de structuration de la corporation actuariale à ce moment-là. Bref, ce sont des gens qui ont un peu les pieds dans 2 espaces, comme ça, qui vont structurer des groupes de travail, et des groupes de travail qui se déploient avant tout au sein de l'OCDE, mais qui très tôt en fait, vont associer les autorités de contrôle. Dès la fondation en fait, de la conférence des autorités de contrôle au début des années 60, en fait, l'OCDE travaille avec eux de manière extrêmement étroite, et qui vont aussi associer de manière très étroite également l'industrie et les associations d'actuaires. Donc c'est un travail... Alors, pourquoi tout ça se fait, je dirais, dans une situation de coopération et d'échange un peu généralisé? Essentiellement parce que le monde est minuscule, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que c'est un petit monde d'individus intéressés par ces questions qui va structurer la réflexion
dans des arènes qui sont des arènes qui, par conséquent, s'interpénètrent assez facilement. Alors, ce travail préliminaire qui est fait, il va assez vite rencontrer l'intérêt de la construction européenne dès lors qu'il va y avoir la décision de lancer la mise en place d'un marché commun. En fait, la mise en place d'un marché commun, en gros, c'est quoi? C'est baissons les tarifs, fixons des règles du jeu partagées, essentiellement. Tel que, je résume à grands traits, mais en gros, c'est ça. Et dans un premier temps, sur la plupart des marchés, la mise en place d'un marché commun, c'est avant tout une politique tarifaire. Sauf dans les marchés de services, et notamment dans les marchés de services financiers, où le véritable enjeu, très tôt, dès 1961, en fait, la Commission européenne dit, et notamment en matière d'assurance, dit il faut mettre en place des règles du jeu partagées. Il faut qu'on arrive à trouver une manière de construire un espace dans lequel il n'y aura pas de barrière, dans lequel les règles du jeu prudentiel seront les mêmes pour à peu près tout le monde. Et du coup, la Commission européenne va se tourner vers, les institutions européennes de l'époque vont se tourner vers des acteurs qui sont en fait ceux qui sont en charge du dossier depuis maintenant une quinzaine d'années, depuis la fin des années 40, et qui travaillent sur ces questions-là, qui ont multiplié les groupes de travail, les rapports, etc. Et qui vont participer directement à la mise en place des directives successives. Alors sur ces directives, vous en avez ici, alors là c'est les principales directives vie et non-vie. Quelques remarques sur la chronologie. Je disais, on commence en 61, la réflexion, l'injonction en gros qui est faite c'est 61. Les premières directives c'est 73 et 79, donc en gros ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup d'un seul. Il y a énormément, une autre manière de dire les choses, c'est qu'il y a énormément de résistance, qu'on va essayer de comprendre, à la mise en place de ces règles du jeu partagées. Deuxième remarque, quand on regarde les directives, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 3, donc il faut comprendre pourquoi elles s'empilent, parfois à intervalles relativement rapprochés. Pourquoi on fait une directive en 90 et pourquoi on fait une directive en 92 par exemple. Quelle est cette logique qui consiste comme ça à empiler les règles plutôt qu'à les fabriquer une bonne fois pour toutes. Et puis, dernière remarque, le temps est irrégulier ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un temps linéaire où on aurait une scansion comme ça tous les 10 ou 15 ans. En gros, on reprend le problème et on rebat les cartes. On a une directive non-vie en 73 et puis une deuxième directive non-vie en 88. Entre-temps, il y en a d'autres qui traînent un peu dans les coins, il y a des trucs un peu techniques qui se développent, mais enfin quand même la remise à plat, entre guillemets, du système, elle intervient plus tard, elle intervient au bout de 15 ans. Donc il faut comprendre cette irrégularité dans la chronologie et pour comprendre comment se développe le cadre prudentiel. Alors cela étant posé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ces règles du jeu qui se mettent en place, elles ont une source commune, elles sont portées par des individus qui, là encore, évoluent dans un espace social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est quelques dizaines de personnes, et ces gens-là travaillent avec, là encore, un très grand nombre de rapports et d'expertises qui sont accumulés, et qui travaillent tous à partir, en gros, d'un cadre commun qui est, pour simplifier, pour avoir une politique prudentielle efficace, il faut, premièrement, des ratios simples, deuxièmement, avoir une approche qui est une approche un peu binaire, qui consiste à dire que les ratios que l'on met en place n'ont pas vocation à mesurer précisément la solvabilité d'une entreprise. Les ratios ont vocation à envoyer un signal fort, en gros, feu rouge, feu vert. C'est un signal d'alarme. Et fondamentalement, le raisonnement tel qu'il est explicitement avancé par les acteurs dont je vous parle ici, c'est un raisonnement comme ça de ce type-là, en termes de on envoie un gros warning, s'il y a un problème, il faut qu'on puisse intervenir. Et sinon, ma foi, les gens font un peu ce qu'ils veulent dans leur boîte et le but du jeu des ratios de solvabilité n'est pas de donner une appréciation extrêmement fine de la santé ou de l'état des risques à l'intérieur de l'entreprise. Alors, un peu plus précisément, quels sont ces ratios? Ces ratios, quand on prend les rapports successifs, ils changent dans le temps. C'est pas toujours les mêmes. On tâtonne, manifestement. On tâtonne et on va en chercher un certain nombre. Alors, je ne vais pas vous les lister ici parce que c'est une espèce d'inventaire à l'après-vert qui est un peu aride, mais en gros on a une évolution de ces ratios pour arriver par exemple dans la première directive non-vie de 73, une règle qui dit qu'il faut choisir entre deux indicateurs, prendre le plus élevé, qui eux-mêmes vont varier selon la taille de l'activité, 16 ou 18% des primes brutes, 23 ou 26% des sinistres bruts. Et ça en gros, l'approche est un peu celle-là. On a mis au point ces ratios-là à force de négociations très longues et aussi en tâtonnant, mais le principe, là encore, le principe directeur est le même. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer quand même dans la mise en place de ces directives et des débats qui les accompagnent? Il me semble qu'il y a deux très gros soucis qui ressortent de ce que j'ai pu lire.
Un premier souci qui est un souci de lisibilité. C'est-à-dire que l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que les règles soient lisibles. Alors évidemment, enfin quand je dis évidemment, ça peut paraître un peu surprenant quand on voit Solvency 2, où beaucoup des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer m'ont dit que c'était pas si évident que ça. Mais évidemment, pour les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, donc pour les gens qui sont du métier, mais il faut que ça soit lisible aussi pour les assurés, parce qu'il là, du coup, est beaucoup plus exigeant. Et on a une série de débats qui vont se mettre en place, qui vont porter, dont le critère central va être celui-là. Alors je vais juste en prendre un exemple ici. Par exemple, le Home Country Control, c'est-à-dire pourquoi en 1973, donc première directive non-vie, et dès 1975, la Commission dit il faut aller plus loin. On va comprendre après, on va comprendre ça juste après. Il faut aller un petit peu plus loin pour assurer la liberté de service, c'est-à-dire pour assurer une plus grande mise en commun des règles. Il faut aller plus loin, il faut notamment permettre à une entreprise qui est placée dans un pays A et qui a une succursale dans un pays B d'être contrôlée en fonction des règles du pays A et pas en fonction des règles du pays B, qui est une question qui est une question très récurrente, hein, très importante. Là aussi, je vais y revenir dans une minute. Et immédiatement, il y a une opposition très forte qui se met en place au Parlement européen en 1978, un débat assez vif qui s'engage sur le thème « Mais vous n'y pensez pas, comment voulez-vous que des assurés, je dis n'importe quoi, allemands, obéissent à des règles, et souscrivent à des contrats qui obéissent de facto à des règles qui sont des règles françaises dont ils ne parlent même pas la langue. Donc on oublie, c'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué. Et l'enjeu véritablement argumentatif est un enjeu de lisibilité pour les assurés. Alors, le deuxième souci sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu plus longuement, c'est un souci d'adaptabilité. On peut là essayer de comprendre pourquoi on va empiler les directives. Alors d'après ce que j'ai, pourquoi on a 3 directives et pourquoi on a parfois 3 directives, enfin des directives qui se suivent de manière extrêmement proche. Essentiellement, de ce que j'ai pu comprendre, il semble qu'il s'agisse d'empiler les directives non pas pour changer les règles et pour les redéfinir en profondeur, mais simplement pour étendre leur emprise, en quelque sorte. C'est-à-dire que le problème n'est pas tellement de refondre la totalité des règles prudentielles, de redéfinir des nouveaux ratios, etc. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire à qui ça s'applique, quel est le contenu précis que l'on met sous tel ou tel terme, et d'essayer de faire en sorte que des règles qui étaient au départ, en fait, de facto quasiment déléguées aux États membres, c'est-à-dire qu'on mettait en place des règles générales qui consistaient à dire on va jouer, et puis assez tôt on dit bon bah certains pourront jouer au rugby s'ils le veulent, et puis d'autres pourront jouer au foot s'ils le veulent, bon, ce qui est une manière de dire qu'on a des règles communes, mais ça s'arrête quand même assez vite. Et progressivement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire des règles qui soient véritablement des règles partagées, c'est-à-dire en gros, à peu près tout le monde va jouer au rugby, ou à peu près tout le monde va jouer au foot. Alors cette adaptabilité des règles, qui a été, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, l'une des conditions de possibilité en fait, du développement de ces directives, elle se joue d'abord sur l'identité, c'est-à-dire qui est concerné par ces règles du jeu. Et on voit dans la rédaction des premières directives des années 70 qu'il y a un travail sur l'identification des activités d'assurance, c'est-à-dire que qui est concerné par ça, avec tout un débat notamment autour de la question des fonds de pension, hein, sont-ils concernés ou pas concernés par les règles prudentielles qu'on est en train de mettre en place. Il y a également une définition, comme il y a des règles pour la vie et des règles pour la non-vie, les frontières de ces activités ne sont pas les mêmes suivant les différents pays. Et en gros, on a là aussi tout un jeu assez subtil dans la rédaction qui rend la lecture pas forcément super simple, qui vise à déplacer un peu les frontières de la vie et de la non-vie selon les pays. Et en gros, l'option un peu générale qui est retenue, c'est de dire les États membres jugeront de qui fait quoi et de qui est dans le paquet ou de qui est à l'extérieur. La même chose vaut pour le contenu des règles. Par exemple, là, ici, c'est l'article 15 de la directive de 73 en non-vie, qui tourne véritablement, enfin, l'un des enjeux, l'un des moyeux du dispositif, c'est les provisions techniques, et l'article 15 décide, chaque État membre sur le territoire duquel une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des provisions techniques suffisantes. Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par l'État ou à défaut suivant les pratiques établies dans cet État. Donc quand je vous dis, voilà, on dit, voilà, il faut qu'il y ait des règles communes, donc ok, ça va porter sur les provisions techniques, on va tous jouer sur un grand rectangle vert, mais après ça, bon, certains pourront faire du foot, du rugby, du hockey sur gazon, c'est un petit peu ad libitum. Et donc, l'un des trucs qui se joue assez tôt, en fait, dès le milieu des années 70, c'est la volonté d'essayer de faire progresser
la mise en place de règles communes afin de faire progresser le principe de la liberté de service qui est donc au cœur de la construction du marché commun. Ce principe, il est très tôt énoncé par la CE dans le traité de 57 et il va être par ailleurs validé de manière assez dure dans des décisions de justice qui sont censées s'imposer aux États membres. Simplement, les États membres vont opposer à ce principe un autre principe qui est le principe de la protection des assurés, en disant on ne peut pas, en gros, assurer correctement protéger correctement les assurés dans notre pays si vous nous imposez de travailler avec des règles qui ne sont pas les nôtres. On ne saura pas faire et on sera du coup complètement inefficace. Du coup, je vous passe le détail qui est un petit peu, que j'essaie de recenser un peu plus précisément dans le working paper, mais on assiste à un enlisement progressif entre 75 et 85, au point que début 1985, toutes les instances qui travaillent sur la deuxième directive non-vie se séparent. On arrête les frais. Sauf que, à ce moment-là, comme vous le savez, il y a la relance du processus par le livre blanc de 85, autour, disons, du triumvirat de Delors, Kohl, Mitterrand. Et dans la relance de ce processus de construction d'un marché commun, là encore, les activités financières occupent une place qui est une place déterminante. C'est-à-dire qu'on estime que si on doit construire une communauté européenne, c'est notamment une communauté européenne des activités financières. Donc, cette séparation qui intervient quelques mois plus tôt, en gros, est totalement remise en cause. On réimpose aux gens de venir se mettre autour de la table et on va avoir un processus en deux temps, d'où les deux directives, avec d'abord la mise en place, notamment tous ces débats tournent autour du home country control, hein, c'est-à-dire qui contrôle qui, à quel endroit. Il va y avoir la mise en place dans la deuxième génération de directives, vie et non-vie, une distinction entre les risques majeurs et les risques mineurs. Et puis, dans un troisième temps, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin en établissant les troisièmes directives. Alors de tout ceci, que dire sur ce premier temps ? On peut dire qu'au début des années 90, on a une régulation des risques qui obéit à des principes qui sont définis au cours d'un très long processus itératif, relativement ramassé sur un certain nombre de gens qui partagent des principes et qui vont progressivement définir des règles du jeu. Ces règles du jeu sont très stables. C'est-à-dire que là encore, on peut bidouiller tel ou tel ratio, c'est d'accord, mais fondamentalement l'approche est à peu près la même, celle que j'essayais de rappeler plus haut. Et en revanche, il y a des débats très vifs qui portent sur, en gros, où ces règles s'appliquent et qui va faire appliquer ces règles. Là, véritablement, il y a une bagarre très longue, très dure, qui s'impose sur la période. Alors, que se passe-t-il au début des années 90 ? Il se passe ce que j'ai appelé donc une valse hésitation, avec, effectivement, dans les années 90, la prise de conscience du fait qu'il y a un certain nombre de choses, malgré tout, dans ces règles, là encore, stables, qu'il faut revoir, rediscuter, reprendre, avec notamment une réflexion sur les modalités de calcul des provisions techniques. Simplement, les acteurs se disent, si on met ce problème-là sur la table, on va ouvrir la boîte de Pandore. Donc, on verrouille avec une troisième directive, et puis on prévoit une clause de revoyure, hein, on met un truc où on dit, d'ici 2-3 ans, il va falloir quand même engager une réflexion de fond sur le sujet. Et effectivement, en 1994, donc 2 ans après la publication de ces directives, on met en place une série de travaux. Certains sont, dédiés ou confiés à la conférence des autorités de contrôle, placés sous la responsabilité d'un superviseur allemand, et ce groupe-là deviendra le groupe dit groupe Müller, et qui remettra son rapport en 1997. Et puis en parallèle, la Commission européenne travaille, fait passer un questionnaire, met en place ses propres groupes de travail et récupère les travaux produits par la Commission et les travaux produits par le groupe Müller. Alors, la conclusion de ces deux groupes de travail, une conclusion qui est assez convergente, qui est énoncée dans des documents de 1997, dit en gros, le système a fait ses preuves, il y a des problèmes, ok, mais les solutions qu'on nous propose sont à certains égards plus inquiétantes que les problèmes que l'on a sous les yeux pour l'instant. Alors, quelques éléments juste de preuve. Voilà, le système a fait ses preuves, c'est la conclusion donc, en page 3 du groupe Müller. In principle, the insurance system created by the community has proved itself and that there was therefore no reason to totally revise it. Donc l'idée, voilà. En gros, ça a marché, il y a eu des faillites, mais si on avait adopté des règles complètement différentes, ces faillites n'auraient pas été évitées.
Et puis par ailleurs, les alternatives, ça c'est la note de la commission de 97, les alternatives ne sont pas complètement convaincantes. More analytical systems have been introduced outside the European Union, notably the risk-based capital scheme as used in the USA. Machin. The superiority of such approaches in the way they have been implemented over the community regulatory approach has not been demonstrated. Donc voilà, l'idée c'est de dire, on a un système qui n'est pas si mauvais et les alternatives ne sont pas si convaincantes. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que il n'y a pas de problèmes qui se posent. Parmi les problèmes qui sont soulevés de manière très explicite, notamment par le groupe Muller, il y a le problème de la prise en compte du risque d'investissement. Est-ce que les risques attachés aux investissements sont correctement pris en compte? La réponse est globalement non, ça marche mal. Et le groupe Muller, en l'espace de 5-6 pages, mais beaucoup d'annexes, là pour le coup il consacre énormément d'annexes à ça, va mettre sur pied des alternatives en fait, et il va recenser 5 ou 6 propositions qui se sont faites jour, et qui sont en quelque sorte sur le marché intellectuel à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les solutions de type risk-based capital sont présentées dans un éventail de solutions et de contre-arguments, mais qu'elles sont de facto disqualifiées, je vais y venir dans une minute, mais en tout cas elles sont très clairement laissées sur les marges, c'est une option parmi d'autres, c'est pas du tout un dispositif central, et puis quand on suit un peu le processus, on se rend compte que concrètement, c'est de facto des propositions qui ne sont en fait pas retenues, notamment parce qu'on ne demande pas de les tester. Je vais y venir dans 2 minutes. En 99, 2 ans plus tard, on a une proposition qui est complètement différente. L'entité assurance, toujours la même, de la Commission européenne, va proposer une nouvelle note, même format, une quinzaine de pages, qui va proposer une approche radicalement renouvelée du problème, en disant, bon, on va aller au bout de ce qu'on appelle désormais Solvency 1, ce qui n'apparaît pas dans la note de 97. On va aller au bout de Solvency 1, c'est-à-dire qu'on va en gros consolider les règles du jeu qu'on a mises en place jusque-là, dans les 3 directives, dans les 2 fois 3 directives. On va donc consolider tout ça, on va faire ça très vite. Et puis on va immédiatement et parallèlement enclencher une révision d'ensemble de tout le dispositif. Et cette révision d'ensemble de tout le dispositif, celle-là, elle va prendre du temps. On va prendre le temps qu'il faut, on va lancer des groupes de travail, on va demander des rapports à des cabinets de conseil, etc., etc. Et on va mettre en place un dispositif entièrement refondu. Alors un petit peu plus dans le détail maintenant, quels sont les problèmes qui sont identifiés par cette note de 99? Ces problèmes sont parfois les mêmes que ceux qui sont identifiés dans le rapport Muller. Il y a tout un travail rhétorique dans la note de 99 pour dire qu'il n'y a pas de rupture. Pour dire non, on continue, on est toujours sur la même chose, etc., etc. On ne fait que prolonger à droite du rapport Muller, alors que pour qui sait lire, il y a très clairement une rupture très forte. Donc certains problèmes sont identifiés par le rapport Muller, notamment le montant des provisions techniques en non-vie, la prise en compte du risque d'investissement, je l'ai évoqué très rapidement. Et puis on a d'autres problèmes ou d'autres solutions, ou d'autres hypothèses qui jusque-là étaient quand même laissées vraiment aux marges du dispositif, qui désormais se retrouvent vraiment au cœur de la réflexion, et qui sont désormais vraiment complètement mises sur la table. Toutes les problématiques liées à l'asset liability management, même si on dit oui tout ça c'est en fait un nom savant qu'on donne à quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, mais il y a des outils qu'il faut être capable de prendre en compte. Il y a les principes de comptabilité en fair value, dont le rapport Muller disait ça existe dans certains endroits, dans d'autres endroits c'est pas ça. Là désormais ça devient complètement central. Faut-il que tout le monde raisonne en fair value, oui ou non? Et puis il y a la grande affaire évidemment de la mise en place de modèles internes qui jusque-là étaient très largement disqualifiés en disant que les problèmes étaient, ça posait davantage de problèmes que ça n'en résolvait, et puis désormais ce sont des solutions qui sont des solutions qu'il faut envisager très sérieusement. Les modèles internes en 97, ils sont characterized in particular by their complexity and comparatively greater arbitrariness. C'est une neutralité, disons, orientée. Et on considère que, although the short experience gained with such models does not permit their rejection, neither does it create an objective incentive at this stage to privilege them over the EU approach altogether. Donc, voilà, on signale l'existence des modèles internes, et en même temps on dit, bon, c'est quand même pas évident que ça soit la pierre philosophale et la solution à tout. En 99, la note précise, il convient de se doter d'une méthodologie qui appréhende avec le plus d'exactitude possible les véritables risques encourus par une entreprise d'assurance, tout en restant simple, pratique, robuste et transparente.